Salut à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous pour notre émission spéciale présentation de la saison 2024 du Bikeman Origin, le championnat du monde d'ultracyclisme. Et pour en parler, il y a mes invités à mes côtés. Je vous présente d'abord à ma droite Axel Carion, le fondateur du Bikeman. Vous le connaissez évidemment. Il va nous révéler quelques secrets, pas tous, sur cette saison 2024. Et puis à ma droite sur l'écran, vous voyez à mes côtés Jérôme Armand, cofondateur de Radio Sport, partenaire du Bikeman pour 2024 encore une fois. Merci à vous les amis d'être avec nous. Donc on va aborder ce calendrier 2024 avec 7 courses de 1000 km au programme. Ces 7 courses font partie du championnat du monde. Il y aura un classement. En plus de ces 7 courses, il y a 3 courses également plutôt typées gravel en format 555. Alors, je vous le précise tout de suite, Jérôme Armand va être là pour répertorier toutes vos questions. Donc, interagissez sur le chat, posez-nous toutes vos questions sur les courses qui vous attendent pour avoir quelques détails, quelques secrets, sachant qu'on va aborder ce calendrier dans le format chronologique. Donc, si vous avez des questions, par exemple sur Taïwan ou sur le Bikeman au Maroc, attendez un petit peu avant de les poser. Donc, on va commencer tout de suite avec le 555 au Brésil, puisque ce sera le premier rendez-vous de la saison. Départ le 8 mars prochain dans l'état de Santa Catarina à Orléans. Axel, tu as fait la reconnaissance il y a quelques mois maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce parcours au Brésil ? Eh bien, ce 555 Brésil, déjà merci à toi Cédric, merci à Jérôme, merci à Fabrice de faire en sorte que ce live soit possible. On est un petit peu en retard, mais on va tâcher de rattraper le retard. Je vois qu'il y a déjà pas mal d'interactions sur le chat, ça va être super intéressant. Le 555 du Brésil, on voit une superbe image. La première chose qui me vient en tête, c'est bien sûr l'Araucaria, qui est le symbole de cette région. C'est cet arbre qui est singulier, qu'on voit en photo. Il y en a partout. C'est une exploration de l'état de Santa Catarina pour que les gens arrivent à nous suivre d'un point de vue cartographie. C'est pas très loin de l'Uruguay. Donc c'est dans le sud du Brésil. C'est vraiment un endroit totalement... C'est vraiment très éloigné du Bikeman Brésil en format 1000 km qui est dans la région de Sao Paulo. Rien à voir. Exactement. Parce que le Brésil, il faut le rappeler, c'est un pays continent. Hein. C'est un pays qui est énorme. On pourrait presque parler de l'Europe en termes de taille, mais le Bikeman Brésil qu'on abordera plus tard, effectivement, dans l'état de Sao Paulo, celui-là est vraiment tout au sud du Brésil. L'idée, c'est de proposer une expérience gravel qui soit entry level un petit peu, c'est-à-dire pas de débutant, mais en tout cas avec pas trop de dénivelé positif. La particularité de ce parcours, c'est qu'il y a 50% de pistes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Là, en l'occurrence, on le voit sur l'écran, il y a 9000 mètres de dénivelé positif. Santa Catarina avec un départ symbolique d'un point de vue personnel parce que c'est la ville d'Orléans et que je suis ça parle à tous les Français, Orléans. Ça parle à beaucoup de Français et moi je suis né pas très loin d'Orléans, je suis né à Chartres. C'est un parcours qui est complètement différent de l'ambiance que tu as connue et que les personnes ont connue en suivant le Bikeman du Brésil parce que la topographie est très différente. Il y a pour le coup beaucoup plus de pistes que le format du Brésil. C'est un parcours qui va être très rapide. Ça va être un début de saison, à mon avis, qui va partir sur les chapeaux de roue. On a d'ailleurs, puisque c'est Vinicius Martins, le directeur de course du Brésil, qui a... Ça commence par une grosse ascension, ce que je vois là. Ouais, et Vinicius, tu disais ? Vinicius, c'est celui qui a créé ce parcours. Il a déjà exploré pas mal de fois cette région. On est également allé faire la reconnaissance ensemble. Ça commence par un gros pétard. Ouais. Depuis Orléans, on part directement dans la Serra de Rio do Rastro, qui est une chaîne de montagne qui est vertigineuse, on dirait un canyon à ciel ouvert, c'est extraordinaire, et on a l'impression en fait, de pénétrer sur un plateau. Je fais un parallèle avec un autre 555, ça me rappelle un peu le Vercors. En fait, on pénètre sur un plateau d'altitude, et après, on va y rester pendant assez longtemps, et on le voit d'ailleurs sur le profil topographique qui est visible sur l'écran. Et d'ailleurs, je rappelle aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez accéder en fait à ce détail de parcours qu'on est en train de voir, là, cette image, cette conception, sur le site Bikeman, sur chacune des pages des épreuves. Il y a un onglet parcours et vous pouvez regarder également en temps réel et du coup, vraiment découper le parcours de chacune des étapes. Donc là, on voit qu'on pénètre en haute altitude, parce qu'on est quasiment à 1800 mètres d'altitude, et on arrive sur un haut plateau sur lequel on va rester quasiment jusqu'à la fin, parce qu'après, c'est la Serra Rio do Rastro qui va nous permettre de sortir de ce parc, avec d'ailleurs une portion asphaltée finale qui est un petit peu plus longue. Pour avoir fait la reco juste après le Bikeman du Brésil, dans des conditions qui étaient quand même assez optimales. Tu t'en souviens, Cédric, c'était vraiment sympa. La météo est très bonne. On a eu une très bonne météo, c'est des pistes très roulantes, Très peu de circulation, vraiment au milieu de nulle part aussi, il faut le préciser, c'est les plaines agricoles en fait du Brésil. C'est ça, c'est exactement
c'est par rapport à ce qu'on propose sur le Bike Man du Brésil dans l'état de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, c'est une zone agricole qui rappelle un petit peu la Patagonie. Il y a un côté très rural qui est complètement différent de l'image qu'on peut avoir du Brésil. Je ne sais pas si tu te souviens des constructions des maisons, c'est vraiment la ruralité profonde du Brésil. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Avec une topographie spéciale aussi, il y a beaucoup de canyons. Beaucoup de canyons, Ouais. beaucoup de cascades, beaucoup de franchissements de rivières. Rio de la On a une Plata, je ne sais pas si spéciale. tu te souviens, où en fait Ouais. on franchit des rivières. D'ailleurs, on en a passé à La route Gué. était immergée, ouais. La route était immergée à la période de la Rocco, mais pendant la course, ce ne sera pas le cas. Alors justement, c'est la question que je voulais te poser. Vous avez fait la Rocco à une période là. Au moment du départ de ce 555 Brésil, qu'est-ce qu'on trouvera comme météo? On va avoir un peu de terre mouillée là? Non, on ne va pas avoir trop de pluie. Le Brésil, c'est un peu la particularité de ce pays, c'est qu'on a les 4 saisons en permanence, mais il fera globalement chaud, pas trop humide, de manière à ce que les pistes soient praticables. Et ça a été conçu au départ, ce 555 Brésil, par Vinicius, de manière à avoir une épreuve de début de saison pour les Sud-Américains, parce qu'on a beaucoup de Sud-Américains qui participent. On aura potentiellement une centaine d'engagés sur ce 555 Brésil. Et ça se veut comme une formation un petit peu et comme un avant-goût de ce que sera le Bike-Man Brésil du championnat. En sachant que la région de Santa Catarina, je ne sais pas si tu te souviens, Cédric, mais c'est une région qui est très touristique. Il y a beaucoup de Brésiliens qui voyagent là-bas. Oui. C'est une région qui est très prisée par les Brésiliens parce que pour son caractère un petit peu reculé, cette expérience que tu peux avoir des fermes isolées en plein milieu des forêts d'Araucaria. Au-delà de la course, ça vaut le coup d'œil aussi. Ouais, exactement. C'est vraiment une immersion dans un Brésil complètement différent qui n'est pas forcément carte postale, comme on imagine Rio, les plages, etc. c'est aux antipodes. On avait, je ne sais pas si tu te souviens, pendant la Rocco, Ah ouais. Si David... Ça me fait penser à Jurassic Park. On se disait, tu vois, les plaines immenses, avec des arbres immenses, la proportion, en fait, est totalement déraisonnée, quoi, à ce qu'on peut imaginer. Et ça avait un côté, pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent le championnat, ça a un rappel un petit peu de la France. L'Aubrac ou l'Auvergne. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce gigantisme, ces grands plateaux que tu peux avoir à perte de vue. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas ce type de paysage au Brésil. Et en tout cas, par rapport au parcours du Bike-Man Brésil qui est au championnat, ce sera complètement différent, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de goûter à ce 555 au Brésil. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais quelle mise en jambe pour démarrer avec ces beaux paysages. C'est une parfaite mise en jambe pour démarrer la saison. Début de saison. Exactement. Pas trop dur, de beaux paysages. C'est parfait pour une balade touristique, oui, c'est ça. Oui. Pour les plus motivés. Parce qu'après, on enchaîne après ce 555 Brésil avec le premier 1000 km de la saison. Une nouvelle course Bike-Man au programme. Celle qui va se dérouler au Sri Lanka. Ça sera à partir du 28 avril. Le Bike-Man Sri Lanka. Nouveau rendez-vous, Axel. On avait fait une expé. On a fait la Rocco il y a quelques mois. Ça y est, c'est une nouveauté. Retour aux sources un petit peu du Bike-Man, c'est ce qu'on se disait. Ah là, on est aux sources de l'exotisme. On le voit sur la photo, ça veut tout dire, l'éléphant. Ça veut tout dire. C'est une photo qui est assez compliquée à résumer parce qu'il faut le vivre et puis on ne le voit pas sur la photo, mais j'ai les épaules un peu rentrées. J'ai 3 compagnons de route où on a arrêté notre respiration au moment où on passe à côté de l'éléphant. C'est pas le seul qu'on a croisé. Ouais, voilà, c'est cet exotisme qui est rare parce que c'est des rencontres pour le coup qui forgent une vie, ça, parce que ça arrive pas souvent. On roule à gauche, Sri Lanka, ancienne colonie britannique, et c'est un parcours qui se veut retourner aux sources, c'est-à-dire proposer des ingrédients finalement qu'on peut pas retrouver dans plein d'autres endroits de la planète et qu'on a la chance de trouver dans un territoire comme le Sri Lanka, parce que j'imagine que dans les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a peut-être des gens qui sont déjà allés sur la perle de l'océan Indien pour faire du tourisme, de la randonnée. À vélo, c'est vraiment un territoire qui est extraordinaire. Là, on voit le parcours sur la carte. Donc, l'idée du Sri Lanka, c'est de s'éloigner de la capitale de Colombo pour partir de Negombo et pour avoir un paysage de carte postale front de mer et pour pouvoir avoir une mise en jambe route et gravel, parce que ce 1000, c'est pareil, c'est un parcours qui se veut être une entrée en matière dans le championnat, parce qu'on a quand même pas mal de gens qui vont enchaîner plusieurs épreuves dans l'année, et l'idée, c'est de commencer par quelque chose qui les construit et pas qui les détruit. Parce qu'on note, le dénivelé, c'est la course qui comporte le moins de dénivelé de la saison, le Sri Lanka. Tout à fait. Parce que là, si on regarde le profil, grosso modo, il y a une grosse bosse au milieu, après le reste, ça a l'air d'aller.
Exactement, ouais. C'est comme ça que ça résume assez bien d'ailleurs la topographie du pays parce qu'on a beaucoup de jungle, donc une végétation très très dense avec des jeux d'alternance piste-gravel. Donc c'est vraiment un parcours qui est très très ludique pour le coup pour les gens qui peuvent débuter en gravel parce que c'est pas technique, c'est pas du gravel très difficile comme on peut avoir en Europe ou particulièrement en France avec des massifs calcaires par exemple. Donc c'est un territoire qui est très joueur et à la fois à chaque virage, on va découvrir toute l'authenticité du Sri Lanka parce qu'en fait la particularité de ce pays c'est qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été construites à l'époque de la colonisation des Britanniques et notamment de l'exploitation du thé parce que ça a été une des grandes richesses et c'est toujours une des grandes richesses du pays et en fait ces pistes, elles ont aujourd'hui une deuxième vie avec le gravel parce que ça permet de pouvoir, à la fois pour les Sri Lankais, de se déplacer en tuk-tuk ou en deux roues parce qu'à quatre roues en voiture, il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est Impossible, ça passe pas. Ça passe pas, ouais. Donc c'est parfait pour le vélo, vous serez tranquille, pas dans la circulation. Donc en fait, c'est un bénéfice quelque part de l'histoire. C'est-à-dire qu'on jouit de l'histoire, des infrastructures qui ont été construites à une époque pour pouvoir exploiter une partie des ressources du pays pour pouvoir en déguster. Typiquement ce qu'on disait, là, c'est ce qu'on voit sur l'image, là, ces petites routes en terre où vous serez tranquille en vélo, sans voiture, en immersion totale, avec des petits jus de coco sur le bord de la route quand on a soif. Les fruits Et est-ce qu'on aura des surprises évidemment, toi et ton équipe, Axel, vous en concoctez, mais des choses qu'il faudra éviter, des éléphants à chaque coin, à chaque virage, d'autres animaux? Alors, le Sri Lanka, c'est clairement le summum de l'exotisme du championnat Bikiman par rapport à la faune comme la flore. Parce que côté faune, il y a effectivement des espèces, notamment les éléphants qui sont présents en très grand nombre. Et côté flore, c'est pareil, il y en a vraiment pour tous les goûts, parce qu'il y a des arbres qui sont gigantesques. Il y a cette ambiance Et les bananiers, de jungle. les cocotiers. Ouais, les cocotiers. C'est vraiment une trace qui est assez insolite en termes de tracé. Sur le parcours, on voit que, comme tu disais, Cédric, on va dire qu'il y a pas de grandes difficultés, mais on va en fait viser d'aller chercher le rocher du lion, qui est un des symboles mythiques du Sri Lanka avec cette géologie karstique là, et cet énorme pain de sucre qui sort de terre et qu'on avait eu la chance d'explorer quand on a fait la reco. Aussi connu sous le nom de Sigiriya. Tout à fait. Et peut-être même qu'on aura un checkpoint. Peut-être même qu'on aura un checkpoint. Petit secret que tu nous révèles? On verra. En exclusivité. C'est pas encore défini. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est de partir des plaines. Alors, c'est pas les plaines de blé, de la Beauce, c'est les plaines où il y a de la jungle partout, avec des alternances piste-gravel, pour rejoindre le rocher du Lion, et ensuite gravir dans la région du thé le col le plus haut du pays, de Nuwara Eliya, et où là, il y a des champs de thé un petit peu partout. C'est une immersion qui est extraordinaire. En altitude, on atteint combien de mètres? Là, on est tout juste sous le niveau des 2000 mètres. Ok. Pour le col le plus haut. Vous voyez, ça va les amis, pour démarrer la saison. D'ailleurs, j'en profite puisque je t'ai interrompu, Axel. N'hésitez pas à poser vos questions sur la course, sur le parcours du Sri Lanka. On se fera un plaisir d'y répondre à vos questions. Donc ouais, tu disais le col le plus haut du pays, Axel, à peu près 2000 mètres d'altitude. Oui. C'est la principale difficulté en fait. Je suis pas sûr, parce qu'en fait, le Sri Lanka, c'est pas une difficulté cycliste. En fait, c'est ça qui est intéressant, et c'est en ça que c'est aussi un gros retour aux sources du Bikiman. C'est tous les ingrédients qu'il y a autour. C'est pas la déclivité ni pas le la parcours, distance. hein. C'est pas le parcours en lui-même qui est c'est pas juste difficile. le dénivelé. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance générale de ce pays où on roule à gauche. C'est une culture complètement différente. Il y a des chrétiens, des bouddhistes, des musulmans. On mange pas la même chose. Faut parler anglais. Il fait très chaud. Sinon, tu peux parler avec les mains. Voilà. Tu peux parler avec les mains, tu peux parler avec la tête. Ils sont très gentils, les Sri Lankais d'ailleurs, très accueillants. Savoir dodeliner de la tête, puisque les Sri Lankais dodelinent beaucoup de la tête. Et puis l'ambiance générale de la faune, de la flore. Quand on croise des varans ou des éléphants, on pédale plus de la même manière. Je dirais que quand tu as un varan devant toi ou derrière toi, c'est sûr que tu pédales plus de la même manière. Devant toi, tu ralentis. Oui, derrière toi, tu pédales vite. Voilà, exactement. C'est le parcours où je pense qu'on va le plus relever la tête pour regarder ce qu'il y a devant. Parce que pour le coup, il faut toujours être attentif sur la faune et la flore. Et ça devient un jeu, en fait, parce que c'est un peu un... Alors, j'aime pas le terme parce qu'il est péjoratif, mais c'est un petit peu un safari sur gravel. Parce que il se passe toujours quelque chose. Tu vas chercher, tu vas entendre des bruits, tu vas regarder si c'est un singe. À la fin, tu sais reconnaître le bruit du singe. Donc, quand tu l'entends, tu sais que c'est lui. Quand tu vois un varan, tu reconnais également le bruit
que va faire un varan et tu peux dire tiens ça c'est un varan, tu peux entendre des buffles et en fait à la fin ça devient des réflexes que tu acquiers parce que tu as la chance de traverser des zones parce que pour le coup le Sri Lanka nous accueille et nous fait traverser des zones qui sont très exotiques avec des réserves naturelles, notamment après un col célèbre là qu'on va faire découvrir pour le coup avant la réserve de Yala que vous pouvez découvrir qui est juste après le Nuwara Elia, juste avant pardon. Donc ça, c'est après la mi-parcours, ça. C'est le parc de Riverstone, qui est juste avant le col de Nuwara Elia. Et c'est le premier gros pétard, le premier gros pic qu'on voit avant d'arriver au sommet, qui est le plus haut du parcours. Et ensuite, on va rebasculer sur la côte pour rejoindre la réserve de Yala et terminer par un dédale d'alternance piste-gravel route pour rejoindre le sud de Colombo. En longeant le long de la mer, l'air marin. Avec la chaleur, parce que pour le coup, le Sri Lanka, il faut le rappeler pour les personnes qui nous écoutent. Il fait chaud. Il va faire chaud. Froid en France, chaud au Sri Lanka. Très chaud même. Prévoyez la crème solaire. Au moins 30 degrés. Et après le Sri Lanka, on enchaîne avec la suite du calendrier. Donc, premier 1000 de la saison, le Sri Lanka. Je vous rappelle la date, le 28 avril. La suite, c'est le Bike-Iman Corsica, 7e édition déjà. Énorme. Ça sera le 26 mai, le grand départ. Donc, je vous le rappelle, les amis qui nous suivez et qui ont pris cette émission en cours de route, posez-nous vos questions sur le chat. On va vous y répondre. Alors, les questions sur les courses, là, en l'occurrence sur le Bike-Iman Corsica, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jérôme va les relayer. Oui, parce que là, il y a des gens qui nous posent des questions, savoir si le PSG a joué hier soir. Mais oui. Le PSG. Et on nous demande aussi pourquoi Cédric est en mode France 24 avec sa chemise. Parce que c'est l'émission spéciale. On vous présente le parcours 2024 du Bike-Iman. C'est un événement énorme. Évidemment, regardez, chemise, veste. On enchaîne. Bike-Iman Corsica, Axel. Alors, 7e édition. Comment on fait pour se renouveler? Qu'est-ce que tu as prévu cette fois-ci? Alors, pour la Corse, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est l'épreuve emblématique de cette année parce qu'on a plus de 200 partants. Donc, c'est l'épreuve celle qui est la plus prisée. C'est celle qui est la plus prisée. C'est parti très, 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 très vite en termes de participation. Et malheureusement, il y a des gens potentiellement qui nous écoutent qui n'ont pas réussi à mettre la main sur une place. Comment on fait pour se renouveler sur la Corse? C'est pas très compliqué. Il suffit d'aller en Corse. Parce que ce pays, il est extraordinaire. Alors, on a quand même bien changé les choses pour le coup, là, pour cette 7e édition, parce que historiquement, sur le Bike-Iman de Corse, c'était un tour de l'île en partant d'abord par le parc naturel régional, donc l'est de la montagne dans la mer. Là, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on va partir direction... On était en sens horaire, et là, on est en anti-horaire. Exactement. Donc, on va partir plein nord sur le Cap Corse, pour commencer par... une belle vue sur la mer Méditerranée, ensuite la boucle pour celles et ceux qui la connaissent de Barcage, pour aller vraiment chercher la vue sur l'île de la Girail, qui est la pointe nord de l'île, et ensuite on va enchaîner tout le Cap Corse, le désert des Agriates et le redoutable col de Bataille qu'on remet au programme, parce que malheureusement on n'a pas pu l'avoir au programme de 2023 à cause de travaux. Là ça y est, la route elle est terminée, elle est propre, elle est parfaite, et les pourcentages à 3 chiffres, plutôt à 2, seront au programme. Et... Parce que là, quand on voit le parcours, la définition du parcours, c'est autre chose que le Sri Lanka. Là, c'est des dents de requin. C'est la montagne dans la mer. La Corse est inaccessible. Il faut la faire à vélo, de toute manière, la Corse. Il n'y a pas d'autre moyen. Et pour le coup, c'est un paradis de routes secondaires, parce qu'il y a énormément d'axes secondaires. Une fois qu'on a terminé le col de Bataille, la grosse nouveauté qui n'a jamais été au programme du Bike-Iman Corsica, c'est le col de Verge, qui est le col le plus long et le plus haut de Corse. Qu'on voit d'ailleurs, c'est la grande traversée là, qui est au sud du Monte Cinto, qui est là au nord de Corte, qui nous permet de rejoindre la côte. Et là, on va arriver dans les fabuleuses calanques de Piana, puisque ça a été une des... Ça, c'est toujours au programme. Ça, c'est toujours, et ça le sera toujours. On les a presque au début, du coup. Et on les a... après le cap. Alors là, en l'occurrence, les calanques, on les a... je suis en train de regarder en termes de kilométrage. Un quart du parcours. On va dire que les premiers vont y arriver potentiellement de nuit, et les derniers vont y passer au lever du jour, puisqu'on est quand même au kilomètre 356. Alors que là, vous revoyez les plus belles images de la saison 2023 de ce Bike-Iman Corse. Vas-y, Jérôme. Un habituel du Corsica des Bike-Iman, Benoît, nous dit il est bien différent. Oui, il a remarqué, premier coup d'œil, il est bien différent ce parcours. Il y a quelqu'un qui nous demande si la trace GPX est déjà dispo. Alors, les traces GPX, c'est une très bonne question, ne sont jamais disponibles. On les partage au dernier moment, généralement un mois avant l'épreuve, puisque en fonction des retours qu'on peut avoir des préfectures sur les zones de travaux, notamment comme l'année dernière, on a eu le col de Bataille qui était fermé, et bien en fonction, on ajuste, et ça vous permet d'éviter de vous préparer à
faire des plannings de folie, notamment sur l'aspect ravitaillement, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui font des plannings à la rue près pour savoir s'il y a un ravitaillement. On les communique généralement un mois avant la course, une fois qu'on a toutes les autorisations préfectorales et surtout les détails des départements, parce qu'on a la chance en France d'avoir pas mal de gens qui travaillent sur la voirie et qui peuvent nous informer du coup de plein de zones de travaux pour éviter finalement d'envoyer les athlètes au casse-pipe. Donc le GPX n'est pas accessible. Il n'est pas accessible. Pour l'instant une belle trace. Après, on peut la deviner presque. On peut la deviner et on peut la suivre. Quelqu'un peut reconstruire la trace facilement en allant sur le site Bikeman. Puisque tu parles de ravito, Frédéric Monet, je ne sais pas si c'est un vétéran. Fred. Un vétéran, Fred. Ben oui. Comment il va, Fred? 200 partants, je ne sais pas combien il y a d'inscrits pour l'instant. Il nous dit embouteillage au ravito pour 2 CP. Hein. Peut-être qu'au début seulement. Peut-être qu'au début. Après, ça va s'étirer, c'est ça? Il n'y aura pas embouteillage au début, parce que généralement, et là, ce sera le cas aussi, on part par vague. Mais non, au ravito, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'embouteillage. Fred, il va falloir pédaler. Il va falloir avancer. Mais bon, Fred, il avance bien. Pas de détails encore sur les CP. Toi, tu sais où ils sont? Alors, la particularité, on peut partager quelque chose sur toutes les épreuves du 1000, c'est que sur l'année 2024, et c'est une des grandes nouveautés, on va avoir 3 points de contrôle. Pour chaque course? Pour chaque course 1000. Donc, le cas, petit secret révélé. La Corse également, il y aura 3 checkpoints, ce qui va permettre, notamment aux lanternes rouges qu'on adore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour terminer le Bikeman en 5 jours et pas juste pour faire la course le plus vite possible. Eh bien, ça permettra d'atteindre le point de contrôle numéro 1 et de le garder en vue, comme une vigie. Bien, je vous propose d'enchaîner avec ce calendrier de la saison 2024 du Bikeman, puisqu'après la Corse, donc ça sera le bloc Alpes-Maritimes avec le 23 juin, départ du 1000 km, le Bikeman Alpes-Maritimes qui remplace en fait en nom le Bikeman France, avec un parcours évidemment totalement modifié, et puis le Bikeman Alpes-Maritimes qui sera suivi le week-end suivant, le 28 juin, du 555 Alpes-Maritimes. Ça sera la 2e édition. Alors Axel, ça c'est un renouvellement, carrément, c'est une nouveauté aussi de coupler presque 2 épreuves en une, le 1000 km, le 555. Quelles sont les nouveautés qui vont être réservées aux participants de ces 2 courses? Alors il y a une grande nouveauté, c'est le départ. Sur les Alpes-Maritimes, on partait du Canet, donc pas très loin de la côte. Là, sur le 1000 et le 555, on va partir depuis Valberg, qui nous accueille là, pour pouvoir faire le départ des 2 courses. C'est une des particularités, parce qu'on le voit d'ailleurs sur le profil de l'épreuve. Alors là, en l'occurrence, pour l'instant, ce que je vois, c'est le 555, mais le profil du 1000, on est tout de suite presque en haute altitude, parce qu'on part à plus de 1500 mètres d'altitude. C'est une des spécificités qu'on veut donner à ce Bikeman Alpes-Maritimes, puisque les Alpes-Maritimes, à mon sens, quand tu fais le parcours du 1000. Quand tu fais du vélo, tu retiens d'abord les Alpes plus que le maritime, parce que souvent, notamment à cette période fin juin, il y a du monde sur le bord de mer, alors que dans les montagnes, il n'y a absolument personne, et que c'est clairement l'objet qui a été donné et le but de cette trace, c'est de faire découvrir toute la partie alpine avec une dualité pour le coup franco-italienne, et je remercie d'ailleurs Benoît Merchez, s'il nous écoute, je suis sûr qu'il est connecté. Il est là Benoît Merchez. Il est derrière les planches de celui qui a bien bossé sur le parcours, parce que il faut le préciser aussi, moi je ne travaille pas seul sur les parcours, il y a souvent la communauté qui interagit, qui nous propose des choses, des modifications. Et Benoît est à l'origine de l'idée justement d'aller chercher cette dualité franco-italienne. Valberg, on traverse la frontière là, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Nouveauté. On va avoir, par rapport au Bikeman France de l'année dernière, les Alpes-Maritimes, c'est un focus Alpes et Alpes franco-italiennes. Donc on part de Valberg, on va avoir, et on le voit sur la courbe de niveau, on a plus de 6 cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Sans trahir de secret, ce qu'il faut retenir, il y a des noms connus que je vais livrer, parce qu'on les voit dans la partie nord du parcours. On va chercher à aller collecter un collier de col qui est très difficile à aller chercher. C'est Finestre, Vaquera et Foniera, pour ensuite rebasculer côté Alpes-Maritimes, notamment dans un secteur que j'aime beaucoup, et que Sébastien Pailly, s'il nous écoute, aime aussi, parce qu'il est basé à Nice, parce qu'on va aller chercher Moutières, le col de Buis, le col de Turini et le col de Saint-Martin. Donc le final, en fait, pour rejoindre Valberg va être absolument merveilleux, parce qu'il va être très proche notamment d'une étape du Tour qui avait eu le col de Saint-Martin et le col de Turini comme arrivée. Donc on va vraiment avoir un parcours qui aura du coup une forme nord-sud et non pas une forme de ballon de rugby comme on avait avant.
et focalisé sur les Alpes franco-italiennes pour aller collecter finalement ce collier de col mythique parce que, à ma connaissance, c'est la seule trace qui permet de rejoindre toutes ces ascensions mythiques sur un seul parcours. Merveilleux, mais difficile aussi. On va être sur un parcours. Alors, il ne faut pas regarder le dénivelé positif actuel parce que. Quand je vois tous les petits carrés rouges sur la carte, je vous le rappelle, ces petits carrés rouges, c'est les cols. C'est les ascensions. Donc ça fait beaucoup de cols Oui, quand même. mais on démarre en descente, si j'ai bien compris. Et si je vois la Ça démarre par une belle descente. Puisqu'on est à 1000 mètres, on va commencer par descendre. Ouais, mais je vois qu'il y a Fred Monet, qui pose la question que tout le monde se pose. Avec Benoît d'ailleurs qui interagit. Benoît Mercier, je te remercie. Les 4 fantastiques, Fonira, Lombard, Moutière et Alos. Ça, c'est au programme. Éric Merle, le Turini, Tour de Lotion, non, ça on n'a pas ajouté parce que sinon ce serait trop compliqué. En tout cas, côté section gravel, effectivement, Fred, il y en a 3 au total. Ça représente, pour rassurer les personnes qui se disent c'est peut-être un parcours gravel comme le 555, pas du tout. Le Bikingman un peu maritime, c'est un parcours qui se fait avec un vélo de route. Ça passe en pneus de 25, en pneus de 28. Il y a 20 km exactement de portions gravel. Elles sont carrossables et bien roulantes. Donc, il ne faut pas venir avec un vélo gravel. On a juste ajouté ces dimensions gravel parce que c'est des cols qui sont absolument mythiques. Celles et ceux qui me connaissent, et tu étais là sur le Bikingman X de 2022, on avait gravi la Moutière, qui est un col exceptionnel qui permet de redécouvrir le col de la Bonnette. Et bien là, c'est aussi le but, c'est de pouvoir basculer côté italien en allant chercher notamment Finestre qui est majestueux. Donc avec un vélo de route, ça passe. Je pense qu'on va être au global sur la trace finale sur un 1000 km avec 20 000 mètres de dénivelé positif, donc conforme aux standards qu'on avait jusqu'à présent sur les 3 dernières années du France. Quelques questions justement de logistique. Est-ce que c'est facile de se loger, hôtel, appartement à trouver sur Valberg justement, puisqu'on arrive le samedi en général. Tout à fait. Et donc la deuxième question qui est liée, mais c'est sur toutes les courses. Ça part le dimanche à 12h maintenant ? Bien, c'est bien. Il y en a qui Nouveauté. sont attentifs. Bravo. Il y en a qui sont attentifs. Merci Nouveauté la communauté. 2024. C'est bien. Donc côté logistique à Valberg, mais c'est une station extraordinaire. Il y a des super bons restos. On peut camper sur place. On peut venir avec un van. On peut dormir dans son van. On peut sinon dormir au chaud, soit dans un des logements de l'office de tourisme, soit dans un des hôtels. Il y a tout ce qu'il faut. C'est une station qui a l'habitude d'accueillir beaucoup de personnes de la Riviera niçoise. Et donc il y a tout ce qu'il faut sur place. Et généralement, quand on arrive à Valberg, on y arrive soit par les gorges d'Alluy, qui sont exceptionnelles, soit, je me souviens plus du nom, mais je vais le retrouver, mais l'accès à Valberg est exceptionnel, en fait, parce qu'on doit pénétrer en fait, par 3 zones. Soit c'est la Cailleule, et auquel cas c'est la Couilleule, pardon, et c'est un col, et c'est très difficile. Soit c'est d'Alluy. Bon, on est dans un cadre qui est dans un écran de nature qui est vraiment spécial. Juste précision, parce qu'il y en a qui disent Italie-France, c'est comme le Tour de France 2024. Tu parles de la Couilleule, je crois qu'il y a une arrivée d'une étape ou un passage à la Couilleule, l'avant-dernière étape peut-être. Et d'ailleurs, ils vont galérer. Ils vont galérer. Il est très très dur. Et pour la question concernant les départs, effectivement, sur les 1000, on part le dimanche à midi, non pas le lundi matin à 5h comme c'était le cas auparavant, de manière à pouvoir éviter que les athlètes arrêtent pas de réfléchir toute l'après-midi du dimanche avant de partir, parce qu'ils rêvent tous de partir dès qu'ils arrivent sur le village. Et du coup, les 120 heures se terminent le vendredi midi. Tout à fait. Et non plus le samedi à 5h du matin. Alors justement, les fêtards, puisque ce sont aussi des fêtards, les participants des Bikingman. Et Fredo, roi du vélo, dit il y aura toujours le repas des finishers le vendredi soir, quand même. Il y aura un repas de clôture qui ne sera pas un dîner, qui sera un repas. Un repas. Tout à fait. En milieu d'après-midi, ouais. Ils sont rassurés. L'idée, en fait, qu'on a derrière ce départ le dimanche midi, c'est aussi de faciliter la logistique pour les personnes qui viennent soit en voiture, soit en train, pour finalement pouvoir avoir le minimum de temps sur place et pouvoir partir reposer. Parce qu'en fait, le départ le lundi matin à 5h, et vous en faites partie, parce que vous avez fait pas mal de départs avec nous. Ça pique. Fort. Généralement, on ne dort pas beaucoup la nuit. Ouais. Alors que là, pour le coup, ça permet d'être reposé et de faire comme on l'a fait sur les 555, les Alpes-Maritimes et le Vercors, sur lesquels ça s'est très très bien passé, d'avoir des gens qui sont reposés, on part de jour, on part en plus ensemble avec la lumière, c'est quand même super agréable. Et puis... Ça permet aussi aux proches d'être là plus facilement aussi pour le départ. Tout à fait. Je pense que ça va être de grands moments en perspective, parce que du coup, on va pouvoir se voir le jour du départ, on va pouvoir être reposés tous ensemble. Et en même temps, ça va permettre pour les lanternes rouges du 1000, qui vont arriver le vendredi matin, de pouvoir être accueillis par l'ensemble des finishers qui sont encore sur le village de l'épreuve, et puis après de lancer
le 555 pour l'épreuve gravel, pour un week-end ultra-distance gravel au départ de Valberg. Donc ça promet une très très grosse fête. Ouais, ça va être une belle semaine dédiée à l'ultra-distance sur la route comme le gravel. Ils sont chauds dans les questions. La couillole par ce versant-là, ça va être chaud, nous dit-on. C'est la dernière question, après il faut enchaîner. On enchaîne. Très très dur mais sublime. C'était une remarque. Je confirme, la couillole effectivement fait très très mal, quoi qu'il arrive. De toute manière, la remontée sur Valberg, pour celles et ceux qui me connaissent, parce que je le dis souvent, c'est pas cadeau. C'est pas Elle est pas cadeau. Mais c'est aussi la position de nid d'aigle de Valberg qui est singulière, parce que justement, il faut y arriver. Et clin d'œil pour celles et ceux qui participeront au 555 Gravel, on remonte par Péonne. Donc là, pour le coup, c'est un coup de projecteur sur un village qui est splendide. 555, on rappelle, 500 km en 55 heures pour terminer donc la course. Donc après le bloc Bike-Iman Alpes-Maritimes et 555 Alpes-Maritimes, on enchaîne avec le bloc Auvergne-Rhône-Alpes avec le Bike-Iman Aura, départ le 21 juillet donc à midi, nouvel horaire. Bike-Iman Aura 1000 km, 4e édition, qui sera enchaînée donc dès le week-end suivant, le 26 juillet, avec le 555 Vercors, 3e édition. Là aussi, c'est des rendez-vous habituels de la saison Bike-Iman. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, comme quelques petits secrets que tu peux nous révéler, Axel ? Alors le premier secret qui n'en sera plus un, c'est que cette trace Aura à l'origine, c'est grâce à Jacques Barge et Marc Lalande qu'on a constitué cette épreuve, et je tiens à les saluer. J'espère qu'ils sont connectés ou qu'ils verront le live ce soir. Et en l'occurrence, voilà le nouveau parcours. C'est eux qui ont sorti les planches pour nous proposer cette variante de l'Aura qui, pour le coup, est complètement repensée par rapport à ce que les gens pouvaient connaître sur cette édition. On part d'un massif que j'adore pour plein de raisons. C'est le massif du Vercors. On va partir de Villard-de-Lans, en l'occurrence, pour un départ arrivé depuis la station. Donc, on va partir en hauteur, en altitude. On redescend. Et on redescend, mais il va falloir remonter pour le coup. Parce qu'on on va attaquer par le col de bataille. Mais concrètement, la trace par rapport à auparavant, on garde les mêmes statistiques globales, c'est-à-dire 1000 km, 19 000, 19 500 de dénivelé positif. Donc, ça reste contenu, mais ça reste quand même une épreuve sérieuse du championnat. Ça reste une épreuve quand même qui est bien costaud. On va avoir toute la partie Drôme qui est très proche de ce qu'on avait jusqu'à présent pour ensuite rejoindre les monts d'Ardèche, donc le Cerf de Mur, et ensuite rallier le Gerbier de Jonc qui faisait très très mal dès le départ du Bike-Iman Aura quand on partait de Beaumont-les-Balances. Et on va aller viser le Pas de Pérol avec cette fois, et j'en suis très très heureux parce que Jaco et Marco ont réussi le défi de connecter l'Aubrac. Qui est un territoire qui est extraordinaire, que j'avais eu la chance... Bravo Jacques et Marc. Bravo Jaco, bravo Marco, j'avais eu la chance de traverser ce parc pour la route du diable, clin d'œil à Pascal Bride, et ça m'avait subjugué quand j'avais eu l'occasion de pédaler là-bas, parce que c'est vraiment un territoire qui est extraordinaire en termes de paysage, de sensations d'isolement et de beauté, tout simplement, pour arriver sur le mythique Pas de Pérol, qui est vraiment la signature de ce Bike-Iman Aura. Oui. Si vous le faites au coucher du soleil. Et puis tu peux même terminer avec l'enchaînement derrière sur le col d'Aulac, qui est pas moins impressionnant pour le coup, parce que je trouve qu'il est dans l'ombre du Pas de Pérol, alors que souvent Aulac, quand on arrive après sur les hauts plateaux là, pour rejoindre le Forez, c'est vraiment un lieu extraordinaire. Pour ensuite repartir plein Est, où pour le coup on a essayé de simplifier un peu le dédale qu'on avait dans les Dombes, et rallier pour un final qui va être, je pense, avec autant de panache que celui qu'on avait auparavant, quoique un petit peu plus facile, puisque l'année dernière, on avait le Grand Colombier, qui était vraiment le walk of life des participants, parce qu'il fallait absolument marcher pour chacun d'entre eux, compte tenu de la difficulté de la déclivité du Grand Colombier. Là, on va terminer par le Vercors, donc il va falloir quand même se hisser dans le massif. Ah là là. Un dicton, un dicton pour Aura, puisqu'on passe dans l'Aubrac, qui mange un aligot laisse son vélo au frigo. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des participants, Éric Merle. Oh, c'est Éric. Il a bien raison. Non, en étant un petit peu plus sérieux, c'est rigolo. À quand un passage dans les Cévennes, qui est un petit peu plus bas que l'Ardèche, évidemment. Alors, c'est toujours la difficulté quand tu as une palette de couleurs qui est aussi riche que celle de la France. Et quand on est dans un endroit avec autant de massifs, si les gens voient la carte, c'est compliqué d'arriver à tout connecter sur un format de 1000 km, tout en étant sur des routes secondaires. L'Auvergne-Rhône-Alpes a la magie d'avoir énormément de routes secondaires. On pourrait faire presque un 4000 km qui serait au moins aussi dense,
mais pour le coup qui ferait 80 000 mètres de dénivelé positif, parce qu'il y a énormément de massifs. Donc c'est tout l'intérêt aussi de ces épreuves, c'est qu'on repart sur les planches régulièrement pour pouvoir proposer d'autres massifs. Pourquoi pas un jour les Cévennes, j'ai déjà fait un petit peu de passage là-bas. Notamment en gravel. Donc je vois très très bien le massif. Il y a des choses à Peut-être faire. plus tard. Ouais. Peut-être plus tard. La France, il y a tellement de choses à faire, il faut nous laisser plusieurs années. Et le 555 Vercors qui suit le Bikeman Aura, est-ce que le parcours il reprend une partie du 1000 km ou c'est un parcours différent? Très très bonne question. En l'occurrence, c'est un parcours qui est à 95-98% différent. Le 555 Surtout du gravel, Vercors, du coup, cette fois? ouais, on a 20% de gravel, 80% d'asphalte. Sur lequel? Sur le Vercors, le 555. Ah, ok. Aura, c'est un parcours 100% route Ok. et il faut un vélo de route pour pouvoir participer à cette épreuve. Le 555, c'est une épreuve gravel comme tous les 555 et il faut un vélo gravel pour venir. On a 20% de gravel, 80% d'asphalte et c'est pour cette fois la 3e année Là, de vous ce voyez le parcours parcours. du 555, justement. Là, on le voit, c'est un Costaud. ouais, c'est un tour complet du Vercors. C'est-à-dire qu'on peut difficilement, et je remercie Phil s'il est là et qui nous écoute, Joël Lambert, qui est la voix du Roc d'Azur, parce que c'est grâce à lui qu'on a constitué cette trace. C'est un tour intégral du Vercors. On ne peut pas le résumer de manière plus simple. On voit quasiment toutes les beautés de ce parc sans trop souffrir, parce que bon, c'est quand même un massif calcaire. Il y a beaucoup de parties très très techniques qui sont pour le coup pas au programme. Donc tracer un parcours gravel, il faut vraiment y aller avec une grande précision. Et je pense qu'on est sur un parcours qui a toutes ces qualités-là, quoi, qui est pas trop cassant, avec un très très beau final par la voie du tram, qui pour le coup réserve des surprises. Il faut en garder sous la pédale jusqu'au bout. Puis on a l'accueil du départ et de l'arrivée sur Villars. Voilà, qui est ce village avec cette ambiance qui est vraiment sympa sur la place à côté de la Maison du Patrimoine, avec les restaurateurs autour. Il y a Une bonne tartiflette, pas loin. Ouais, il y a une super ambiance. Il y a une super ambiance parce que voilà, c'est un village de montagne, on est sur les plateaux, c'est très très Je agréable. me suis trompé, c'est la raclette au bleu du Vercors. Tiens, je vous la conseille avant de partir. Écoute, j'espère qu'on aura On peut l'occasion pas venir à de la goûter. fête du bleu cette année Ouais, parce qu'elle la n'aura fête pas du lieu bleu, à elle aura Villars, pas lieu. mais il faut Tiens, venir il y a quand même à la quelqu'un fête de la qui- longue qui distance suit, Biking Man. qui demande, mais il y a quel qui pourrait répondre? Lauriane placée sur l'Aura. Je sais pas, Lauriane, si tu nous écoutes, dis-nous sur quel parcours tu t'es inscrit. Laquelle quoi? Est-ce que Lauriane placée sera sera sur sur l'Aura. l'Aura? Pour l'instant, elle n'est pas inscrite en tout Pour cas. l'instant, elle n'est pas inscrite. Bon, bah, Réserve. peut-être que ça Pour va le changer. listing des participants, vous pouvez aller sur le site Biking Man, parce que sur chaque page de course, vous pouvez accéder à la liste publique des participantes et des participants qui sont actuellement engagés. Vous pouvez voir qui est inscrit pour chaque course. Non, je pense qu'il y a eu un commentaire enregistré. par rapport à Lauriane, puisque Lauriane est sur le chat également et elle a vu le Ah. braque sur Aura. Donc, Ouais. Il y a Fuchs qui demande est-ce qu'il faudra toujours un VTT tout suspendu pour le Vercors? ça, C'est une petite je sais pique. qui est derrière ce commentaire. Ah oui, on connaît Non. Fuchs. Ça peut se faire sans problème avec un vélo de gravel. Il y a même des gens qui sont venus avec des pneus de 35, les amis. Bon, je ne le recommande pas. Il vaut mieux venir avec des pneus de 40 mm, mais ça se fait sans problème avec un vélo de gravel. Il faut juste en garder sous la pédale et pas trop appuyer dans les descentes pour affronter la montée du tram en toute sérénité. Parce qu'en fait, le dernier tronçon, les derniers 100 bornes, une fois qu'on remonte dans le parc, bon, il faut en garder. Mais non, il n'y a pas besoin de VTT. Après, il y en a qui sont venus avec un semi-rigide, puisqu'on n'interdit pas, pour le coup, de venir avec un VTT. Il y en a même qui ont fait, Ah, je beaucoup. me rappelle, il y a 2 ans ou 3 ans, le Biking Man Portugal en Brompton. Bien sûr. Donc on peut faire le On peut Biking faire le Man Biking Man avec avec tout ce qu'on veut. n'importe quel vélo. Vélo Ouais. musculaire. Vélo musculaire, évidemment. Ah oui, pas d'électrique. Hein. Après, pour passer la ligne d'arrivée, c'est autre chose, évidemment. On enchaîne avec le reste du calendrier, puisqu'après le bloc donc Auvergne-Rhône-Alpes, on retourne à l'aventure, à l'état pur, direction le Brésil pour le Biking Man Brésil, 4e édition. Rendez-vous le 9 septembre pour la ligne de départ à midi. Biking Man Brésil, Axel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette 4e édition? Est-ce qu'il va y avoir des gros changements? On reste toujours dans la région de Sao Paulo. On reste toujours sur la région de Sao Paulo et on est techniquement sur le parcours le plus abouti. C'est-à-dire qu'on est sur Retravailler. le parcours 2023 légèrement amélioré parce que là, pour l'avoir fait pour le coup 3 fois, le parcours du Brésil est vraiment avoir travaillé au peigne fin avec Vinicius cette trace. Là, on est clairement sur un parcours qui rassemble énormément d'ingrédients dans un périmètre qui est quand même assez petit parce que le Brésil, encore une fois, c'est un continent, quoi. Et en fait, la trace, là, elle est toute petite par rapport à la taille de ce pays, mais elle rassemble le col le plus dur du pays.
avec Paraty, le col le plus haut avec le parc national d'Itatiaia, Ah là là. des portions gravel qui sont juste... je suis Il désolé, faut le vivre. je vais parler à sa place, mais Giorgio, je ne sais pas s'il est connecté, de Glace Romane, qui nous livre des glaces Partenaire du fabuleuses Bikeman. sur les courses. Giorgio a participé cette année, après plusieurs années, à regarder cette épreuve. Donc c'est un Français, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Et il a fait cette année le Brésil. Il a également fait le Maroc. Et il m'a dit quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir. Il m'a dit, là-bas, il y a une ambiance, tu peux pas la décrire. Faut y aller. Ouais. Faut le vivre, parce qu'il y a une ambiance gravel qui est juste... c'est le Dakar, quoi. C'est des pistes extraordinaires avec des conditions climatiques qui sont moins challengeantes cette année et sur 2024, enfin 2023 et 2024, parce qu'on avait le phénomène El Niño sur les 2 dernières années qui avait fait qu'il y avait pas mal de pluie. Mais normalement, en septembre, il n'y en a pas trop. Giorgio est bien connecté. C'est vrai. Il faut le vivre pour le comprendre, nous rappelle. Merci, Giorgio. Et c'est vrai que rien que d'y repenser, j'ai déjà les frissons. Ce Bikeman Origin, c'est... Il y a quelque chose qui se passe. Il se passe quelque chose, ouais. à Même la en fois, image, je ne peux pas le retranscrire. il y a l'ambiance brésilienne qui est... ouais, c'est extraordinaire, quoi. Les Brésiliens, c'est un peuple qui est tellement différent de ce qu'on voit en Europe. Ils savent faire la fête, ils savent recevoir, ils savent accueillir et ils savent pédaler. Parce Faut y que aller, ouais. c'est quand même un parcours qui est très très sérieux. Faut faire attention aux 1000 km, 18 000 mètres de D+. Parce que Là, il y en a qui le font en VTT. il y en a qui le font Il y en a en beaucoup VTT. même qui le font en Ouais, VTT. exactement. Et il faut Donc pas gravel ou hésiter. VTT? Toi, tu l'as fait en gravel. Moi, je l'ai fait en gravel avec plusieurs machines. La dernière fois, c'était avec le Grax 2. À choisir, j'irai quand même en gravel pour être plus rapide, mais parce que je cherche plus la compétition. Tout dépend évidemment après l'objectif final. Voilà. Si tu cherches à vraiment y aller en mode tranquille, On toute s'entend. proportion gardée. Qu'est-ce que le mode tranquille en Pour Bikeman? pédaler de l'aube au crépuscule, Ouais. mais en se reposant 8 à 10 heures tous les jours, à l'hôtel ou dans une maison d'hôte ou dans une chambre d'hôte ou sur le bord de la route. Tu peux venir avec un VTT, un semi-rigide, pour avoir vraiment un maximum de confort. Tu peux aussi venir avec un semi-rigide si tu manques de technicité sur le pilotage. Giorgio, qui est connecté sur le chat, est venu cette année avec un gravel avec une fourche suspendue. Donc c'est aussi une alternative qui est pas mal. Parce que pour le coup, avec une fourche de 40 mm, tu peux te lancer sur le Brésil sans venir avec le poids d'un VTT, quoi. Donc un petit Grax 3 GTO comme celui que j'avais sur la Rocco du 555, c'est peut-être une machine idéale pour les personnes qui veulent confort, performance, quoi. Qu'est-ce qui te fait rire, Non, Jérôme? mais il me fait une question de Kevin qui dit: et pour Georges, sur le Brésil, les bananes sont-elles faciles à trouver sur le parcours? Il faut frapper chez l'habitant. Non, la plaisanterie pour les personnes qui n'arrivent pas à resituer le contexte, parce que c'est une des anecdotes, mais il s'en passe tellement sur ces épreuves à l'autre bout du monde. En fait, on était dans le parc national Itatiaia. Giorgio, on l'a croisé à ce moment-là, parce qu'il était en train de faire la boucle complète autour du parc. Donc Là, c'était une partie des plus difficiles. On était à plus de 2000 mètres d'altitude, je crois. Oui. Ouais, on monte à plus de 2000 et c'est une portion gravel qui est vraiment très 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 difficile. Mais alors, on est dans un sanctuaire, c'est un joyau avec bref, une ambiance qui est très particulière. Il y a beaucoup de rampes, c'est un peu le grand 8 sur cette portion. Et en fait, il a eu la chance d'avoir la livraison de l'équivalent de nos boulangers en France qui livrent le pain chaud. Bah là, c'était le Il y a eu les primeur bananes. qui arrivait, qui livrait des bananes. Et Giorgio a dit: qu'est-ce qui se passe? C'est génial, des bananes livrées en plein milieu de nulle part. Et il s'est rué là-dessus en discutant avec les mains avec le Brésilien qui, du coup, s'est empressé de lui vendre des bananes. Et les bananes sont particulièrement bonnes là-bas, cueillies à la source, direct, bien fraîches. Après le Brésil, on enchaîne avec la suite du calendrier, les amis, puisqu'il y aura le Bikeman X une nouvelle fois au Maroc. Évidemment, ça ne sera pas le même parcours. Là, pour le coup, des secrets, on ne va pas beaucoup vous en donner. Vous savez déjà en tout cas qu'il va démarrer le 22 septembre prochain, donc ce Bikeman X au Maroc. Peut-être le lieu du départ quand même, Axel. Marrakech, bien sûr. Ah bon, on Départ reste arrivé sur Marrakech. toujours dans l'Atlas. Donc voilà, on est aux portes de l'Atlas, puisque ça va être encore je dirais une spéciale sur l'Atlas et l'anti-Atlas. Il y aura 3 points de contrôle de nouveau, mais après le parcours sera, comme le veut la tradition du X, dévoilé le jour du départ pour le briefing. Ça va être... Est-ce qu'au moins, en ce qui concerne le dénivelé, on reste plus ou moins dans les mêmes chiffres? Ça va pas être une des portions surenchère. qu'on a déjà fait. Ça va pas être une surenchère de dénivelé, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à assimiler le X avec une course au dénivelé. C'est pas du tout le cas. La recherche du X, c'est des ambiances.
c'est d'arriver à transporter les gens j'espère qu'on a Comme vous réussi voyez à sur faire, les images, là, l'ambiance. sur 2023, à savoir montrer différents Maroc en fait, hein, parce que c'est le pays de la lumière. Là-bas, il y a des ambiances très différentes en fonction de l'endroit où on se situe, de la cordillère qu'on traverse. Et j'espère qu'on va amener des ingrédients qui n'ont pour l'instant pas encore été vus sur ce Bike-E-Man X. Donc c'est un parcours qui va être 100% revisité. Est-ce que tu as le droit de donner quelques indices? Un indice sur l'altitude maxi? L'altitude maxi, non, là, il y a des... Ah, il y a des bandits. C'est trop- Il y a des bandits là qui Là, il y a Trop des bandits. demandé. Qui a posé la question? trop demandé. Qui nous a donné là Frédéric Monet. Il Non, faut savoir pas sans Monet. rien payer. Alors, donc pas d'indice. Non, il y a des vicieux là. Pas d'indice. Il y a des Par bandits, ils contre, essayent de nous faire comme peut-être Max, quelqu'un qui l'avait- Pasclov, qui avait connecté les différents points du teaser et qui avait réussi à quasiment reconstituer la trace. Ils vont nous faire la trace. Non, quand même, un truc important. Il y a une question. Ça sera de moins de 6 000. Quelqu'un qui. Au moins. Moins de 6 000 mètres Moins de 6 000 d'altitude. mètres. Ouais. Bon indice, merci. Les pneumatiques qu'il faut amener là-bas. Sur le Maroc, Oui, sur le Maroc. C'est Bah, du on a- gravel déjà. c'est du gravel, donc il faut un vélo gravel déjà. Proportion asphalte gravel au moins. C'est comme la première édition du X. Kiff kiff. Kiff kiff. Non, je le dis pas. Je plaisante bien sûr, mais il faut un vélo gravel. Il y a des gens cette année qui sont venus avec des pneus de 35. Moi, je le recommande pas. Mais idéalement, il faut des pneus de 40. 40 mm, ça passe. 45 si tu veux du confort. Et fourche avec un gravel semi-rigide si vraiment tu cherches le confort absolu, quoi. Juste pour rigoler, on nous demande combien de virages. Mais tu ne le diras pas. Évidemment, ça sera un indice bien trop Qui a important. posé cette question? Calvin. Merci, Calvin. Calvin. Et on Combien les a de pas virages comptés pour l'instant. Non, par contre, quelque chose de plus important pour le X qui était habituellement réservé aux finishers. Est-ce qu'on reste sur la même chose? Faudra-t-il avoir été finisher d'un Bike-In-Man pour s'inscrire? Très bonne question d'ASN. Non, depuis le X depuis 2023, c'est pour C'est ça ouvert qu'on à l'a- tout le monde. C'est ça. On l'a placé du coup en fin de saison précisément pour justement donner la possibilité aux gens qui se forment soit sur d'autres épreuves, soit sur des épreuves du calendrier, de pouvoir participer en fin de saison. L'essentiel, c'est d'avoir de l'expérience en gravel et de l'expérience de la longue distance, bien sûr, puisque ça reste quand même une épreuve emblématique à l'exotisme rare. Donc le Bike-E-Man X, on vous le rappelle, ouvert à tout le monde. Départ à 12h le 22 septembre depuis Marrakech. Une autre question, Jérôme? Une autre question, mais on va faire le dernier et je vous poserai cette ultime question. Calvin qui nous dit après. ça a l'air magique de rouler au Maroc. Oui, oui. Oui, ça l'est. Voilà. Et quelqu'un qui nous dit, oui, ça l'est évidemment, et quelqu'un qui nous dit, voilà, bon, tu répondras quand tu voudras, puisqu'il nous reste un Bike-In-Man, une étape à présenter. Pourquoi avoir supprimé le Scadi? Ça, c'est la direction de course qui choisit. A-t-on des chances de voir son retour en 2025? Alors, on espère. On espère. Clin d'œil à Vincent s'il nous regarde. Vincent, bien sûr. Et actuellement, pourquoi on a supprimé le Scadi? Tout simplement parce qu'il y a le Brésil à ce moment-là et qu'on a laissé la place au retour aux sources du Bike-E-Man qui est Taïwan. Puisque l'idée, c'était pas de clôturer la saison comme on l'a fait en 2023 sur le Bike-E-Man X au Maroc, mais de clôturer sur Taïwan. Et malheureusement, on peut pas. Il fallait faire un choix. Fallait faire un choix, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Le Scadi reste une étape extraordinaire, mais on a le Brésil à ce moment-là, parce que c'est début septembre. Comme le dit le dicton, choisir, c'est renoncer. Et tu as fait la transition parfaite, Axel, puisqu'on va maintenant parler du dernier rendez-vous de la saison, le Bike-E-Man à Taïwan. Le Bike-E-Man de retour à Taïwan, ça sera la 3e édition dans l'histoire de ce championnat du monde. Départ le 3 novembre à midi depuis Taipei, la capitale. Axel, ça fait plaisir de retourner à Taïwan quand même. On a fait la reco il y a quelques semaines et ça reste toujours aussi magique là-bas, même après quelques années. C'est vrai, ça faisait quelques années, ça faisait C'est 2019. Ça faisait 3 ans qu'on n'était pas retourné sur cette île et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Comment décrire cette île? Comment décrire ce parcours? Là, clairement, on a une trace revisitée par rapport aux 2 années, parce qu'on a organisé pendant 2 ans un parcours qui faisait le tour de Taïwan. Là, on a revisité la trace en tenant compte du fait que l'île, elle est frappée par des typhons régulièrement avec les infrastructures routières. Si vous bossez dans la construction, c'est là-bas qu'il faut aller parce qu'ils refont les routes en permanence. Ah, il y a du boulot. Il y a du boulot. Toujours. Et pour toujours. Parce que vraiment, ils sont dans cette logique permanente de faire des travaux de réparation des routes. Et pour nous, c'est pas facile. C'est un casse-tête d'arriver à connecter toutes ces routes de manière à être sûr que le jour de la course, on ait accès aux routes en question. Je tiens à ajouter une précision parce qu'on voit le dénivelé là actuellement sur la carte.
On est sur un 1000 km qui va faire 18 000 mètres de dénivelé positif. Là, c'est l'exagération américaine du logiciel que j'utilise. C'est pas du tout ce dénivelé-là. On est sur 18 000 mètres de dénivelé positif au total, sur une épreuve 100% route. Parce que pour le coup, les endroits où on va, c'est des routes secondaires, mais qui sont en très très bon état. Globalement, le parcours, il est totalement revisité par rapport à 2019. Avant, ça faisait quasiment une boucle de l'île. Là, on reste sur la partie est. En fait, on s'est concentré sur les parties vraiment les plus intéressantes et celles sur lesquelles on a eu les meilleurs retours de l'expérience des vétérans qui ont participé aux 2 éditions du Bikeyman Taïwan. À savoir les portions de jungle avec les routes secondaires avec des pourcentages à 3 chiffres. Je caricature, mais il y a vraiment une ambiance dès la sortie de Taipei. Là, sur les images, on a plus de 3000 mètres. Là. Au bout de quelques heures, on est déjà en pleine jungle sur Taïwan avec une végétation extrêmement dense et une verticalité qui est assez difficile. Pour le coup, ça remplace bien un Euskadi sur certains aspects. Et l'idée, c'est d'aller chercher le col mythique de Wuling. Donc ça, c'est le sommet que vous voyez là. Qu'on appelle plus communément le col de Taroko, même si ce n'est pas le col de Taroko, c'est le col de Wuling, qui est un sommet, c'est le sommet le plus haut de l'île, ça culmine à plus de 3000 mètres d'altitude, et qui est un col majestueux, d'ailleurs on le voit en vidéo, là c'est des plans que tu avais fait, ça c'est quand on a fait la Roko. C'était sublime. Et pour le coup, avant on le grimpait de l'est vers l'ouest, là on va l'attaquer de l'ouest par l'est. Donc l'ascension est un peu plus longue, elle fait toujours quasiment 100 bornes pour arriver à 3000, donc il faut prendre son mal en patience. Par contre, derrière, il y a 100 km de descente. Et c'est des heures à descendre dans le canyon pour rejoindre 100 km de descente, vous avez bien entendu. 100 bornes pour rejoindre le village de Taroko. Et arriver du coup sur la jonction mer de Chine, mer des Philippines, pour avoir cette poche qu'on voit à l'est de l'île qui permet pour le coup de prendre le vent à faveur. Parce que jusqu'à présent, on faisait sud-nord. Donc c'était contre le vent. C'était contre le vent. Maintenant, les ultracyclistes vont avoir le vent à faveur pour descendre plein sud et ensuite rebasculer dans ce qui s'appelle la vallée du Rift. Et il faut venir pour comprendre pourquoi ça s'appelle la vallée du Rift, parce que précisément, il y a des mouvements géologiques dans cette vallée qui sont extraordinaires, avec une ambiance qui est très très particulière, en plus des singes, qu'on croise pas mal sur le parcours, pour ensuite longer la côte et rejoindre Taipei par des ascensions finales qui m'ont été préparées et concoctées par le vainqueur de Bikeyman Taïwan 2019, que je salue, Brice Bena, qui habite sur Taïwan, un Français, et qui participera normalement sur le Bikeyman de Taïwan. Donc ça a été également conçu grâce à son aide, et il y a quelques tronçons qui sont vraiment extraordinaires, plus l'ambiance. Ah oui. Justement, Antoine Auclair dit Taïwan, le mythe, évidemment. Il y a quelqu'un qui nous dit, entre autres, dans les 100 km de descente, est-ce que les serpents et les araignées sont toujours au programme? Antoine Auclair. Alors, de toute mon expérience que j'ai eue sur Taïwan, et j'ai fait le tour du parcours du Bikeyman 3 fois et demi, je n'ai jamais vu de serpent. J'ai déjà vu des araignées, mais des serpents, j'en ai pas vu. Après, entendre des participants qui voient des choses accrochées aux arbres, qui sont soit des queues de singe, soit des lianes, oui. Mais des serpents, j'en ai jamais vu. Au Sri Lanka, oui. Mais à Taïwan, j'en ai jamais vu. Non, le risque, si tant est qu'on peut appeler ça un risque, l'exotisme, en tout cas, c'est les singes. Clairement, il y a beaucoup de bruit. Singes. Ils font la beaucoup nuit, de bruit. notamment, c'est spécial. La nuit, c'est spécial. Clin d'œil à Jacques Barge, qui avait gravi le Taroko et le col de Wuling avec les singes qui faisaient des bruits de dingue. Mais voilà, c'est principalement les singes dont il faut se méfier, parce qu'il ne faut pas trop s'en approcher. Donc Giorgio ne vient pas avec tes bananes? Non. Non, il s'est fait voler. Attaqué par les singes. Ah ouais, Giorgio vient pas avec les bananes, parce que là, sinon, c'est sûr qu'ils vont venir te récupérer. Quelles sont les températures? Donc ça, c'est important par rapport à la saison. Quelles sont les températures? C'est Guillaume Bonici qui nous dit ça. J'espère que je le prononce bien. Quelles sont les températures mini et max auxquelles il faut s'attendre à Taïwan à cette époque-là? Eh bien, sur la première partie du parcours tropical, c'est une île tropicale, donc il va faire chaud, humide. Il peut y avoir du crachat, parce qu'on a les 4 saisons tout au long de... Quand on dit chaud, c'est autour de 30 degrés. Ah oui, il peut faire bien 30 degrés, notamment dans la zone avec les forêts de bambou, là, où du coup on est complètement sous les arbres et où il fait vraiment lourd. Et à l'inverse, le sommet du Taroko, du col de Wuling, je vais y arriver, à 3000 de nuit, il fait frisquer, ça se rapproche de 5 degrés, quoi. Ouais. Pour ensuite rebasculer sur la côte est,
Où là, c'est C'est la plage, quoi. Hein. Je fais un clin d'œil à Greg qui a participé à la reco, Greg Girard. On a fait ce tronçon de nuit. Et il faisait une chaleur, il faisait 27 degrés de nuit. C'est extraordinaire. T'entends Très agréable. les vagues de la mer des Philippines avec les embruns qui te viennent dans les yeux pendant que tu pédales. C'est vraiment une partie de récup en fait qui est vraiment agréable et qui permet de longer tout le littoral est pour ensuite terminer sur Taipei. Donc globalement, il fera chaud. C'est ça qu'il faut retenir. Ben voilà, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui d'ailleurs, mais bon, les gens se plaignent, il fait trop froid, il fait trop chaud. Bon bref, il y a quelqu'un qui demande, juste pour terminer, peut-être qu'on va bientôt terminer, c'est Bernard Cotin, un nostalgique, une revanche de notre ami Laurent Jalabert. Alors, je ne sais pas s'il est inscrit, tu as des nouvelles? Pour l'instant, il n'est pas inscrit, mais j'espère qu'il viendra du coup défendre sa position sur le Maroc. Et pour arriver au bout, parce qu'il avait quand même tenu la tête de la course pendant près de presque 650 bornes. Donc, suite à la casse mécanique, malheureusement, il a dû abandonner, mais il il est reviendra. quand même en tête de course pendant 650 bornes. Oui. Donc, j'espère qu'il pourra revenir pour défendre son titre. Parce que tu parlais du championnat, il y a Frédéric Monet qui nous demande si les classements pour le Biking Man, les points attribués pour chaque course, est-ce qu'il y a des changements à prévoir? C'est le même fonctionnement pour le classement? Très très bonne question, c'est toujours le même fonctionnement, à savoir qu'il y a un classement sur le championnat du 1000, hein. Donc il y a la seule spécificité, mais que les gens maintenant connaissent, c'est que le X, le Maroc compte double. Après toutes les autres courses, le nombre de points qui est attribué en fonction de votre position est accessible sur le site bikeman.com et il est identique en fonction des positions sur chacune des courses. Sachant que, petite information statistique, on a 50 personnes qui sont déjà inscrites sur au moins 2 courses du championnat Bikeman. Ça veut dire donc qu'ils seront classés dans ce classement, puisqu'on vous rappelle l'une des règles importantes, c'est que pour être classé dans ce championnat du monde d'ultra-distance, il faut au minimum faire 2 Bikeman. Donc on a déjà 50 personnes qui seront intégrées, bien sûr, si elles franchissent la ligne d'arrivée, intégrées dans ce classement. Oula, je vois qu'il y en a qui charrient là. Clément, tu participes auquel cette année? S'il n'y en a qu'un seul à choisir, ce serait potentiellement Taïwan. Parce que ça me permet de faire le lien avec une autre question là, qu'on a reçue qui est intéressante sur Taïwan, c'est les ravitaux. Et j'ai envie de répondre juste avec un slogan. Il s'appelle le 7-Eleven. C'est le son qu'on entendra dans le 7-Eleven. Alors, on ne fait pas de promotion, il faut dire aussi le Family Mart. Family Mart. Ou 7-Eleven ou Family Mart. C'est les 2 commerces qui existent, ils sont partout sur l'île, c'est ouvert 24 heures sur 24. On n'a donc pas de problème pour ravitailler. Alors, pour le ravitaillement, c'est peut-être même la course la plus facile. Oui. Il y en a quasiment 24 sur 24. D'accord. Et en fait, tu cherches que ça pour te ravitailler parce que c'est ouvert tout le temps. Donc, tu peux à la fois te réchauffer, d'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent en France à essayer de retrouver le documentaire de l'équipe, parce que pour le coup, on voit Fabienne Bury à un moment donné se ravitailler, on voit les personnages emblématiques qui ont rendu cette course mythique se ravitailler souvent, soit dans un 7-Eleven, soit dans un Family Mart. Si vous allez sur la page Bikeman Taïwan du site Bikingman, vous trouverez ce documentaire de l'équipe. Bien. Mais en tout cas, côté ravito, c'est vraiment quelque chose de facile. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. À manger, à boire, même se recharger le matériel aussi facilement. Dans toutes ces... Recharger les batteries. Exactement. Il y a beaucoup d'infrastructures et même pour le vélo, dans les Family Mart et les 7-Eleven, parfois il y a des pompes pour pouvoir regonfler ses pneus. Enfin, c'est vraiment... Les secteurs où on va sont des secteurs isolés. Il n'y a pas beaucoup de cyclistes qui y vont parce que les Taïwanais n'aiment pas trop en vélo la déclivité trop importante. Mais ça n'empêche pas que la ramification côté ravito est excellente. Oui, Jérôme? Deux petites remarques. Il y en a qui dit, puisque en parlant des 7-Eleven, faut en prévoir un en Thaïlande avec Chiang Mai, ça serait génial en 2025. Donc je ne sais pas si vous y pensez, mais on parle. Bikeman Thaïlande. Bikeman Thaïlande. Sur le papier, ça fait rêver. Ça fait rêver. Il y a beaucoup de choses à. Mais je suis sûr qu'il a des idées en tête. Le Bikeman Laos aussi qu'on avait fait, qu'on pourrait relancer, qui sait, en 2025. C'est vrai, le Laos. Il va nous réserver des choses. Plein de choses à faire en Asie. Ça, c'est un territoire, c'est vrai, qui est. Et c'est vrai que pour arriver quelque part à également raconter finalement les ingrédients qui font que chaque course est unique, Taïwan, pour le coup, côté dépaysement, on est complètement aux antipodes culturels, la manière d'échanger avec les gens, les Taïwanais. L'échange avec le Taïwanais, c'est une expérience à part entière, indépendamment du vélo. Et ça, le seul moyen, quelque part, de s'en rendre compte, c'est le voyage. Parce que pour le coup, là-bas, quand on part dans les zones reculées de Taïwan, votre anglais, si vous le pratiquez, ne vous servira pas à grand-chose. Mais si vous parlez le mandarin,
ça peut passer. Oui, mais l'anglais, c'est vrai qu'il parle pas. Ah non, là, Donc, je vais c'est le reculer. langage des Donc, signes, c'est Google Translate. Et c'est très drôle, ouais. Avec toute la discrétion et toute la timidité des Taïwanais, c'est une expérience. Dernière question, Tony nous pose la question et quelqu'un d'autre qui l'a posée. Est-ce que ça sera compliqué de trouver des hébergements sur Taïwan? Non? Très facile. Très facile. Ouais. Voilà, Tony, t'es rassuré. 7-Eleven, Family Mart, PowerNap, Micro-sieste. Juste à côté. Non, mais pour les hébergements, on utilise les plateformes classiques. Oui, il y a beaucoup. Booking, Oui, Airbnb, mais voilà. On trouve, tout ça. on trouve Oui, donc hein. facilement, évidemment. Bah, en fait, toute la zone de montagne de Taïwan, si on doit décrire en fait l'île, et si Fabrice, tu arrives à nous remettre le parcours de Taïwan en affichage derrière, super, merci beaucoup. En fait, on a cette grande dorsale qui sépare du nord au sud l'île de Voilà Taïwan. la carte. Et d'ailleurs, la vallée du Rift, elle porte ce nom-là parce que du coup, c'est une zone tectonique extrêmement forte qui a fait que ça a créé cette île. Il y a plein de zones qui sont très touristiques parce que c'est des routes qui ont été construites pour désenclaver certains villages et en même temps amener des Taïwanais à visiter les zones rurales. Et dans ces zones rurales qu'on traverse, il y a plusieurs secteurs. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait vu ça pendant la reco, où il y a des campings qui sont organisés, construits pour que les Taïwanais puissent sortir de la ville et quelque part se mettre au vert. Parce qu'on n'est pas les seuls à aimer aller en pleine nature. Et en l'occurrence, il y a plus de 200 sommets à plus de 3000 mètres d'altitude à Taïwan. Et ils essayent, les Taïwanais, d'aménager ces routes pour pouvoir avoir au sommet, il y a plein d'ailleurs de routes qui sont en sens unique. Pas en sens unique, aidez-moi les gars, c'est un... Par rapport à Il n'y a pas de possibilité de traverser. Il n'y a que 3 routes qui permettent de traverser Taïwan, en fait. Mais il y a plein de zones qui sont asphaltées pour rallier des zones où vous pouvez dormir en montagne. Mais par contre, il faut faire demi-tour. Il faut rebrousser chemin. Et pour le coup, c'est pas un problème pour trouver côté logement. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Après, côté ultra, pour les gens qui veulent vraiment faire la course, 7-Eleven, Family Mart, PowerNap, petit café bien chaud. avec un bon café au lait, et puis c'est reparti. Hein. Pardon? Toi, tu l'as fait, tu as été faire la Je reco. l'ai fait, j'ai fait la reco avec Axel. Donc, il y aura une vidéo de présentation qui sortira dans les prochaines semaines. Ça, c'est le petit secret qu'on vous révèle. J'étais aussi dévoilé. en 2019 au Baikiman Taïwan, puisque j'avais filmé le documentaire qu'on a coproduit avec l'équipe, que vous pouvez visionner si vous allez fouiller sur le site de Baikiman. Donc, je connais un petit peu, ouais. Mais là, c'est vraiment différent, ce nouveau parcours là, de 2024, comparé à ce qu'on faisait avant. Donc, c'est une nouveauté à découvrir, c'est de nouvelles expériences. Et puis, ça permet de porter un regard, puisque c'est ça le but aussi de ce type de course. Un regard bien différent sur le contexte de Taïwan et sur les Taïwanais. Parce que c'est un pays qui est extraordinaire. C'est des gens qui sont d'une bienveillance rare. Et ça fait du bien d'être là-bas. Ça fait du bien de passer du temps à Taïwan. Parce qu'il y a une ambiance particulière. C'est une culture qui est aux antipodes de la culture française et européenne. Et que ça vaut le coup d'aller vers l'autre et de découvrir comment vivent les gens. On parle beaucoup du côté géopolitique de Taïwan, mais il y a aussi ce côté qu'on veut vous faire découvrir avec Baikiman. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour ça, il faut vous inscrire et venir avec nous. Il faut casser les codes. Eh oui, il faut casser les codes. Parce que pour le coup, quand on est sur place, et je parle à la place de Greg, forcément différent. Girard, qui est venu et qui a eu la chance de participer à cette reconnaissance ensemble, une fois que tu atterris... quand tu atterris à Taïwan, tu es aux antipodes de toutes les images que tu peux te faire de l'île que tu pouvais avoir avant sur le Made in Taiwan, par exemple, et en même temps sur le contexte géopolitique de l'île, parce que après tu discutes avec les locaux et puis tu te rends compte de leur quotidien et il faut le découvrir. C'est important parce que ça permet de pas se fermer les yeux, et garder bien les yeux ouverts. C'est aussi ça le vélo. Allez, on approche de la fin de cette émission. Jérôme, est-ce que tu as des dernières questions? Si vous avez des questions, d'ailleurs, les amis, c'est maintenant ou jamais. Oui, c'est maintenant ou jamais. Non, on nous demandait s'il y avait de la Pietra à Taïwan, donc je ne sais pas si elle suivra, Axel. À ma connaissance, elle n'est pas encore importée. Mais Tu nous diras, et on nous dit, le parcours fait 1100 km ou 1000 km 1000 km. 1000 km, on reste toujours sur les 1000 km, voilà. Tout le monde a l'air ravi, les gens qui nous ont suivis. Ils ont hâte d'y être. Hein. On a tous hâte d'y être. Il y a même Jacques Barge qui est connecté. Ah ouais, si même Jacques arrive à se connecter, c'est qu'on est bien parti. Exactement. Bon, allez, une dernière question ou pas, mon petit Jérôme? Non, j'ai pas de dernière question. Enfin, juste pour rigoler, parce que vous disiez tous les deux que la capitale de Taïwan, c'était
Taipei, eh bien, les jeunes Français feraient mieux d'aller au cours de géo. Parce que l'autre jour, j'ai vu une prof de géo qui interrogeait un jeune élève et quand elle lui demandait quelle était la capitale de Taïwan, eh bien, le jeune élève a répondu Pékin. Made in. Ah, Made in, ah oui, rien à voir. Donc, je rappelle, pour ceux qui nous suivent, Made in n'est pas la capitale de Taïwan. Oui, Made in, ok, d'accord. Okay. Oui, Made in. La blague. Oui, la blague, voilà. Non, mais c'est véridique, hein, j'ai vu ça en direct. Question pratique de Frédéric Monet, logistique. Est-ce qu'il y a des tarifs préférentiels pour les vols vers Taïwan ? Alors, pour Taïwan, il y a une compagnie nationale qui est peu connue, mais qui s'appelle Eva Air et qui propose, en l'occurrence pour les Français qui nous écoutent, des vols directs qui partent de Paris-Charles de Gaulle et qui vont jusqu'à Taipei et qui prennent en charge, et c'est un des bons points de la compagnie aérienne, de bagages, notamment le sac de vélo dans la franchise bagages. Donc c'est le top parce que ça permet de ne pas se préoccuper de savoir comment est-ce qu'on va transporter le vélo là-bas. Donc c'est Eva Air que si je devais en recommander une, ça serait celle-là, de par la gestion du vélo et puis parce que c'est un vol direct, parce que ça permet quand même de gagner un petit peu de temps et d'éviter les escales. Et de réduire la probabilité d'une perte de bagages. Oui, et la fatigue avant de démarrer quand même. Et la fatigue aussi, ouais, ça compte. Et la fatigue. Est-ce qu'il y a des dernières questions ? Ouais. Non, oui, peut-être. On a diète. Magnifique, on a diète. Vincent qui me remercie, qui me dit voix sans issue. Voilà, c'était voix sans issue. Je perdais mes mots. Tu perdais tes mots. Benoît, il est tard. Je cherche mes mots. Oui, il est 21h15. Voilà, il est tard. Il faut que tu ailles te reposer. Jérôme, question pour Jérôme. Est-ce que tu as pensé à payer ta glace ? Alors, la dernière fois. Oui, Georges, mais bien sûr, on en a mangé, tu sais, à Osgore pendant les 2 mois. Qui sont connectés. Pendant les 2 mois de la Coupe du Monde de rugby, tous les soirs, avec Fabrice, avec Christophe Paco, avec Étienne Bonamy, on allait manger notre petite glace chez Roman, et merci à eux. Merci. Mais on l'a payé quand même. Merci aux Glaces Roman, partenaires du Bikeman. Bon, c'est ainsi que s'achève cette émission, les amis. Merci Axel, merci Jérôme, et surtout merci à vous d'avoir participé à cette émission, de nous avoir suivis, d'avoir écouté les quelques secrets qu'on vous a révélés sur la saison 2024. Merci d'avoir posé les questions. Vous pouvez de toute façon continuer à poser des questions sur tous les réseaux sociaux du Bikeman, le groupe Facebook, qui est un lieu particulier d'échange entre les athlètes, Instagram, le site internet bikeman.com, évidemment, où vous pouvez trouver tout un tas d'informations sur les courses à venir, et aussi cette chaîne YouTube où on va continuer de vous alimenter avec quelques surprises qui sont en préparation d'ici le début de la saison. Je vous en dis pas plus, restez connectés, on vous enverra les notifs de toute façon. Et puis merci à toi Jérôme, suivez Radio Sport aussi, la première radio sport sur le web radio. Donc c'est quoi les actualités de Radio les Sport actualités, il y a tellement d'événements. Radio Sport, un petit instant promo. Avec Fabrice qui est à la technique, on remercie. Merci Fabrice. On va être derrière les images en temps réel. On va parler à lui que cette émission a lieu. On va parler un petit peu de foot sur la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler du Tour de France évidemment, de tous les Bikeman puisqu'on est partenaire. On va parler de championnat d'Europe de foot. On va parler des Jeux Olympiques puisqu'on a la chance d'avoir les Jeux Olympiques à Paris et aussi surtout les Jeux Paralympiques. On y sera, les amis. Abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux de Radio Sport pour suivre toute l'actualité sportive et aussi celle du Bikeman. Merci à vous, bonne soirée et à très bientôt.